Bonjour et bienvenue sur Gloria Mama. Je suis Diane et je vous propose dans ce podcast de partir à la rencontre de mères et de couples du monde entier. Ils nous livrent l'expérience de leur maternité, parfois loin de leur pays, tout aventuriers qu'ils sont. Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des histoires aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères. Les sujets de ce podcast ? Le désir d'enfant, les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Vous écoutez le 2e épisode de Gloria Mama. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, dont l'objectif est de proposer un accompagnement à l'expatriation. Maternité et expatriation, voici 2 mots synonymes d'aventure. Ce sont, pour sûr, 2 beaux projets, mais ô combien challengeants et exigeants, et parfois carrément rocambolesques. Alix a été expatriée pendant de longues années. Elle nous donne ici ses meilleurs conseils pour vivre sereinement sa grossesse, son accouchement et l'arrivée d'un bébé dans un pays qui nous est étranger, dans lequel on débarque complètement et parfois dont on ne parle même pas la langue. Alix est aussi mère de 4 enfants. Elle nous raconte, de manière plus personnelle, sa maternité en Australie, les différences, parfois hautes en couleurs, qu'elle a pu constater avec la France, et nous fait part de ses expériences heureuses et parfois plus douloureuses. Très bonne écoute. Bonsoir Alix, merci de me recevoir et de m'accorder cet entretien. Tu es directrice associée d'Expat Communication, qui accompagne les personnes dans leur expatriation via notamment des coachings, des formations et qui met également à disposition des expatriés 2 sites internet que sont Expat Value, tournés vers la carrière, et Femmes Expat, tournés vers les femmes. Donc est-ce que tu souhaites étayer ce que vous proposez ? Oui, alors Expat Communication, ça existe depuis 2001. Ça a été créé par 2 femmes qui revenaient d'expatriation, Corinne Tucula et Sabine David, qui partageaient le même constat que l'expatriation, c'est comme une marche en montagne. C'est une super aventure, mais il faut être préparé, sinon ça peut être dangereux. Et donc elles ont monté Expat Communication avec cette mission d'identifier et de transmettre les clés d'une expatriation réussie. Alors comment on fait ça en 2020 ? Aujourd'hui, l'entreprise a 3 pôles. Un premier qui est ce qu'on appelle l'Expat Lab, qui a justement cette mission d'expertise qui consiste à identifier les clés d'une expatriation réussie, notamment via des grosses enquêtes et de la recherche. Donc on a près de 8000 réponses à nos enquêtes qui ont des centaines de questions pour décortiquer les évolutions de l'expatriation et comprendre ce que c'est que les clés d'une expatriation réussie. Une fois qu'on a identifié ça, 2e pôle, fédérer les expatriés autour de 2 plateformes, donc celles que tu as citées, Femmes Expat et Expat Value, qui sont non seulement des sites internet avec des milliers d'articles pour donner les clés d'une expatriation réussie, où on va balayer toutes les facettes de l'expatriation, depuis les visas, les papiers, les formalités, jusqu'à les états d'âme du retour, mais aussi c'est une communauté. C'est-à-dire comment mettre en relation les expats, notamment à travers notre annuaire et nos réseaux sociaux, pour qu'ils puissent s'entraider, parce qu'en fait, la première clé d'une expatriation réussie, on en reparlera, c'est quand même avant tout l'entraide. 3e pôle chez Expat Communication, c'est le pôle formation et coaching. Et là, l'idée, c'est transmettre ces fameuses clés d'expatriation via des accompagnements. Alors, les accompagnements chez nous, ils peuvent porter sur 3 sujets. La transition, c'est-à-dire comment on prépare son expat ou son retour. La carrière, comment on travaille à l'étranger, comment on travaille au retour, que ce soit pour le collaborateur qui doit revenir au siège ou pour le conjoint qui se réinvente à chaque mouvement. Et l'interculturel, c'est-à-dire comment apprendre à interagir avec des gens différents. Ça paraît simple, mais ça va puiser loin dans nos ressources. Pour faire tout ça, on a développé ce qu'on appelle chez nous maintenant la Coach Academy, c'est-à-dire tout un circuit de sélection, de formation, de certification et de supervision pour nos coachs.
C'est-à-dire que l'entreprise a grossi, on peut plus travailler juste avec les 4-5 coachs avec lesquels on a développé l'entreprise. Maintenant, on intervient dans tous les pays. Mais pour ça, plus on est gros, plus il faut de structure et de formation pour être sûr que non seulement la qualité, mais l'esprit et l'expertise qu'on a pu développer soient assurés sur tous les programmes qu'on va proposer, où que ce soit dans le monde. Donc ça a été notre grand chantier en 2019 et on est prêt en 2020 à déployer ça partout. Bravo. C'est une belle aventure. Donc tu accompagnes des femmes et des hommes dans leurs projets d'expatriation, aussi bien finalement professionnels que personnels. Et parmi eux, il y a des femmes, il y a notamment des femmes qui sont enceintes et c'est d'elles dont on va parler plus particulièrement. Et tu es vraiment très bien placée pour nous en parler parce que d'une part, tu les côtoies quotidiennement et d'autre part, tu as toi-même aussi vécu de nombreuses années à l'étranger où tu as fondé ou agrandi ta famille. Tu vas nous parler de tout cela. Quand ces jeunes femmes des 4 coins du monde débarquent en France ou que ce sont des Françaises qui partent à l'étranger et qu'elles sont enceintes et qu'elles viennent te voir, dans quel état d'esprit elles sont ? Alors, a priori, quand on parle de maternité et quand on parle d'expatriation, on ne parle que de bonnes nouvelles. L'expatriation, dans 99% des cas, c'est un projet qui est choisi et qui est désiré. La maternité, de la même façon. Mais je vais reprendre l'image de la marche en montagne qu'on avait quand on a commencé. C'est pas parce que c'est désirable que c'est facile. Et je crois que pour l'expatriation, c'est évident. Pour la maternité, ça l'est tout autant. On est sur 2 projets qui sont très beaux, mais les 2 sont exigeants. Les 2 sont peut-être un peu finalement, paradoxalement, à contre-courant de la culture actuelle, où on est beaucoup dans l'épanouissement, enfin tout dans mon épanouissement et tout dans les résultats tout de suite. Je dois trouver une satisfaction tout de suite dans tout ce que j'entreprends. Or, dans l'expatriation comme dans la maternité, il y a un temps de maturation qui peut être frustrant et on n'est plus très habitué à la frustration. Donc il y a peut-être déjà quelque chose à creuser de ce côté-là. Et puis ce qu'on va trouver dans ces 2 sujets, et qui est le contraire de ce qu'on y attend, c'est la solitude. C'est-à-dire que la maternité, c'est une personne en plus dans la famille. Donc, a priori, on se dit, waouh, une compagnie de plus, un petit humain de plus. Un petit humain de plus, ça commence par se retrancher un peu de la société. Parce que je vais être en congé maternité, je vais rester à la maison. Et pour beaucoup de jeunes femmes, c'est un premier choc de où sont les collègues, où est l'agitation, où est le fait d'être débordé. Et alors, ils ont même, les Américains sont formidables puisqu'ils ont des noms pour tout. Ils ont même inventé un nom pour ce sentiment de vide. Ils l'ont appelé le bore-out. Mais c'est une réalité qu'on constate régulièrement avec ces femmes qui sont perdues de se retrouver seules à la maison. Le pire étant, mais on en reparlera, si jamais elles ont déjà des enfants, et là non seulement on est privé d'adultes, mais en plus pour se retrouver dans la compagnie de jeunes enfants, ce qui est super mais peut être déstabilisant. L'expatriation, c'est la même chose. On part a priori pour rencontrer un autre monde. On se fait toute une joie et on se prépare. Et c'est un des buts de l'aventure, de se dire qu'on va sortir de sa bulle de confort et aller vers l'autre, avec un grand A. Et aller vers l'autre commence souvent par la solitude. Et c'est un des grands marqueurs du début de l'expatriation, en tout cas pour le conjoint, mais aussi pour le collaborateur en dehors du travail. C'est le fait qu'au début, on ne connaît personne, on n'est pas attendu. Et que selon les pays, on peut être confronté à un grand isolement et qu'il y a un sentiment auquel on n'est plus très habitué aujourd'hui. Donc, on va avoir des gens peut-être plus fragiles qu'avant à ce sentiment. Et donc, on voit tout de suite que maternité plus expatriation peut être égale à très grande solitude. Donc, c'est un très beau moment, mais on peut être confronté à des choses plus difficiles que prévu. Et est-ce qu'elles ont d'autres craintes que celles-là ? Oui, alors il y a aussi le fait, maternité et expatriation, c'est la double aventure. Je me lance dans quelque chose que je ne connais pas, dans un contexte que je ne connais pas, voire dans une langue que je ne connais pas. Donc ça fait beaucoup de peur, oui. Est-ce qu'elles viennent chercher auprès de toi des conseils pratiques ou plutôt aussi de manière plus personnelle un retour d'expérience ? Ce qu'elles viennent chercher avant tout, c'est un sentiment de bienveillance et d'appartenance. De se dire, je pense notamment aux jeunes étrangères qui arrivent, aux jeunes expatriés qui arrivent en France et qui sont en recherche d'un lieu où elles sont entendues, comprises et accueillies à la fois en tant qu'expatriées, mais avant tout en tant que personnes.
et que femmes. Et c'est ça, chez Expat Communication, qu'on apporte d'abord, c'est ce sentiment qu'on est une communauté et que toute personne y a sa place et notre job, c'est d'accueillir, c'est vraiment l'accueil. Donc les gens viennent d'abord pour être accueillis, ils viennent aussi pour trouver des informations pratiques. Donc on va donner soit déjà en y répondant directement, soit beaucoup par le biais de femmes expats, dans lesquelles il y a des tas et des tas d'articles, ma maternité a dans toutes sortes de pays, qu'on a développé depuis longtemps. Et puis la capacité à mettre les gens en réseau. Alors on a créé pour ça, avec l'aide de la Caisse des Français de l'étranger, une application Ma maternité à l'étranger. Il y a un groupe Facebook aussi, Ma maternité à l'étranger, qui permet d'échanger, d'avoir des tas de conseils. Et puis on a un annuaire aussi pour mettre les gens en relation dans différents pays. Donc ça, ce sont vraiment des outils précieux que moi-même j'ai utilisés et que je conseille effectivement à toutes les femmes qui partent en expatriation ou qui sont déjà expatriées et qui sont dans un projet de grossesse ou alors qui sont enceintes. Est-ce que tu peux nous dire quels conseils justement tu donnerais à des femmes qui sont à l'étranger pour vivre sereinement leur grossesse, leur accouchement, leur nouvelle vie avec un enfant une fois qu'il est né? Alors le conseil chez Expat Communication, c'est toujours le même, c'est ne pas rester seul. Donc rencontrer des gens dans la même situation. Alors, les études montrent que la plupart des expats, quand ils partent, se disent « je ne vais voir que des locaux ». La réalité montre que une fois qu'on est sur place, on a tendance à voir quand même surtout des internationaux ou des gens de son pays. Les Français sont connus pour vivre de façon particulièrement communautaire à l'étranger. Et souvent, j'entends des jeunes femmes qui me disent « moi, je vais partir et je ne verrai que des Français, je ne verrai que des locaux ». Et moi, la première, quand je suis partie en Australie pour la première fois, j'avais vraiment décidé de ne pas voir de Français et de ne voir que des Australiens. J'ai bien tenu parole, au début, je n'ai vu personne. Donc peut-être de se dire, l'essentiel, c'est de voir du monde. Et tant pis, quelque part, si c'est des Français et si jamais je suis pas tout de suite au top de mon effort d'intégration. Donc voilà, ne pas bouder la communauté de son pays, ne pas bouder la communauté internationale. Pour les étrangers qui sont en France, il y a plein de choses organisées par les expats étrangers autour des petits-enfants. Prenez la situation dans ce sens-là, voyez, imaginez, vous êtes française, vous voyez ce que c'est que la vie des femmes françaises, il n'y a pas beaucoup de temps pour la sociabilisation, quand même, tout passe autour du boulot. Et bien les étrangères qui arrivent, elles vont être confrontées à ça, c'est-à-dire que toutes les Françaises sont au bureau, et qu'elles sont là avec leur gros bidon ou avec leurs poussettes, et il n'y a pas grand monde dans la rue, il y a des nounous, mais il n'y a pas grand monde pour les rencontrer, donc il existe des choses entre expats, autant y aller. Voilà. Et après, selon la réalité de chaque pays, on va voir des choses différentes. J'étais en Australie, dans beaucoup de pays anglo-saxons, il y a des playgroups. Et ça, c'est une super façon de s'intégrer. Le seul truc, c'est qu'il n'existe pas de playgroup pour les mamans enceintes. Il faut quand même attendre la naissance du bébé. Ça peut être un peu long. En France, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes mamans. Hein. Donc après, peut-être que l'option, c'est de créer son propre groupe s'il n'y en a pas. Et je vois dans beaucoup d'accueils français de l'étranger, des groupes de jeunes mamans qui se mettent en route. Et s'il n'en existe pas, on voit régulièrement des jeunes mamans dynamiques qui disent « bon, moi je m'ennuie à la maison toute seule avec mon bébé, il y en a certainement d'autres ». Elles lancent un groupe Facebook ou quelque chose et très souvent, grâce à elles, il y a des tas d'autres jeunes mamans qui vont sortir de la solitude. Or la solitude, moi je l'ai expérimenté, hein, et je le dis, il y a un petit tabou avec la difficulté d'être mère, parfois. Pour moi, j'étais dans une situation que j'ai retrouvée régulièrement chez d'autres gens, d'avoir trouvé la maternité en France assez confortable. On est au bureau toute la journée, on retrouve son bébé le soir, qu'on reprend des mains de la crèche ou de la nounou avec déjà une bonne partie du boulot fait. On en profite pendant 1 heure ou 2 et après il est au lit. Et le week-end, on est à 2 pour gérer ça. En expat, on découvre ce que c'est que d'être toute la journée seule avec des petits qui parlent pas, en dehors de son soutien émotionnel habituel. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être tendance à demander à ses enfants d'apporter un soutien émotionnel, donc qui sont absolument incapables de donner. Ça peut être des moments un peu compliqués. Il est vraiment pas bon qu'une jeune maman soit trop seule. Et quels conseils tu leur donnerais quand elles doivent accoucher dans un pays qu'elles connaissent absolument pas, dont parfois elles parlent même pas la langue? Alors, j'en parlais avec des mamans à l'heure du déjeuner. Il nous semble naturel à nous Françaises d'avoir des préparations à l'accouchement. Il y a des pays où ça n'existe pas.
Donc, dans ce cas-là, rendez-vous au Ginette Mathieu, là, et à tous nos bons livres de grand-mère pour j'attends mon enfant, j'élève mon enfant. Enfin voilà, c'est notre manuel des castors juniors. Je sais quand j'étais toute seule en Australie, Geneviève Mathieu a sauvé ma maternité. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est vraiment de discuter. C'est aussi une des richesses de la vie de femme. Toutes ces conversations, cette complicité qu'on peut avoir. Si vous n'avez pas de préparation à l'accouchement dans votre pays, il faut rencontrer plein de femmes pour qu'elles vous le racontent. Et je racontais, moi, il n'y a pas longtemps, que j'ai eu un fou rire pendant un accouchement en Australie, parce que toutes mes copines m'avaient dit, tu verras, ils vont te dire, big push, what a good girl, what a sport girl. Et quand, à 4h du matin, le gynéco me dit avec un air hyper convaincu, what a sport girl, big push now, j'ai éclaté de rire, ce qui n'a pas du tout fait son affaire. Mais au moins, je savais que j'avais été bien préparée à l'australienne. Parce que, aussi, il y a des grosses différences culturelles, même techniques, d'un pays à l'autre. La durée de la gestation est même pas la même d'un hémisphère à l'autre. Faut croire, quand on change de pays, la grossesse se rallonge. Mais voilà, il y a vraiment des pratiques différentes, donc il faut en discuter avec tous ceux qui peuvent nous servir de pont, comprendre notre système et le système local et nous expliquer les différences. Quels conseils tu leur donnes pour arriver à gérer la distance avec les gens qu'ils ont laissés dans leur pays, avec leur famille, avec les leurs? Moi, j'ai vraiment eu le sentiment, en partant en expat, de voler leurs petits-enfants aux grands-parents. Avec du recul, je me dis que du coup, ça leur a montré, ne leur dites pas, hein, mais ça leur a montré à quel point le fait d'être grands-parents était précieux. Ce qui leur semblait presque comme quelque chose de normal, voire même quelque chose qui arrivait pour certains d'entre eux un peu trop tôt par rapport à leur projet. Oh là là, c'est quoi ce bébé qui arrive et qui me rend grand-mère à un âge où je me sens encore femme? Et ben finalement, l'éloignement leur a permis de se rendre compte à quel point ces moments-là étaient précieux et la relation avec les petits-enfants était précieuse. Et on a énormément gagné en intensité. Donc peut-être premier conseil, ne pas s'inquiéter de l'absence, parce que ce qu'on perd dans le quotidien, on peut le gagner en intensité pendant les moments qu'on passe ensemble, que ce soit eux qui viennent, et ce qu'il faut vraiment favoriser, ou quand c'est nous qui rentrons pour les vacances. Je pense qu'il se développe de plus en plus d'applis et de techniques pour permettre quand même d'être beaucoup plus près qu'on a pu l'être. Et ça aussi, il faut le favoriser. On apprend, les petits-enfants expats sont des as de la communication à distance. C'est assez étonnant de voir à quel point un bébé comprend vite qu'il y a une personne derrière l'écran. Et puis, ça demande un effort. Voilà. Si on veut que les petits-enfants aient un lien avec leurs grands-parents, si on veut nous garder ce lien avec nos parents pour leur raconter notre quotidien, il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps. Et c'est un effort. Alors maintenant, on va parler un peu de toi aussi. Tu as vécu à l'étranger pendant de longues années. Tu es maman de 4 enfants. Est-ce que tu as eu tes 4 enfants à l'étranger ou est-ce que tu as eu ton premier enfant en France? Non, j'en ai eu qu'un à l'étranger, donc en Australie. Les autres sont nés dans des cartons. C'est-à-dire que j'en ai eu un qui est né juste avant de partir en Italie. Donc on a déménagé quand il avait 1 semaine. Et un autre qui est parti, lui, 6 mois après en Espagne. Non, c'est le contraire, non. Un qui est parti en Italie, un qui est parti entre 1 semaine et 3 semaines, on fait plusieurs allers-retours, en Espagne, et l'autre, qui avait 6 mois en Italie. Alors, quand tu étais enceinte de ton premier enfant et que tu étais en Australie... Non, c'est mon premier né à Paris. Ah, d'accord, ton premier est né à Paris. Le deuxième en Australie, le troisième juste avant de partir en Espagne, et le quatrième un peu avant d'aller en Italie. Donc pour ton deuxième enfant, est-ce que vivre cette grossesse à l'étranger, c'était quelque chose que tu appréhendais, qui te faisait peur? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Non, moi je suis plutôt du style téméraire, j'avais pas peur du tout. Et c'est un peu ça qui m'a manqué en fait. Je pense que je me suis pris des murs et que les difficultés que j'ai rencontrées auraient très bien pu être anticipées si seulement j'avais eu un tout petit peu peur. Non, pour moi, partir accoucher à l'autre bout du monde me paraissait pas du tout un enjeu parce que j'avais déjà eu un bébé et que voilà, j'avais trouvé que ça très simple. J'avais pas du tout anticipé la solitude et moi ça me convient pas très bien. J'avais pas du tout anticipé que aussi ce qu'il y a dans l'expatriation, c'est que souvent l'expat voyage énormément. J'avais pas anticipé que 1 semaine après mon déménagement, 1 semaine après la naissance, mon mari partirait pour 1 mois et que je serais seule avec mes 2 tout petits pendant 1 mois dans un nouveau pays. Et j'avais pas anticipé à quel point dès qu'on part
à l'étranger, on est confronté à l'incertitude et au changement. Et j'ai vécu un truc qui est finalement assez classique. Mais donc, je suis arrivée en Australie enceinte de 7 mois. Et quand je suis arrivée, le médecin m'a dit, ah là là, après tous ces déménagements, le baby is imminent. J'étais enceinte de 7 mois, le bébé était énorme, il n'y avait pas de drame. Sauf que le bébé est né à 9 mois et 10 jours. Ce qui, en Australie, comme la gestation est plus longue, ne pose pas de problème. Pendant ces 2 mois, on est passé de l'hôtel à l'appart-hôtel. Et puis, il y avait les containers qui arrivaient. Ils étaient prévus pour le jour de la naissance. Ce qui n'était pas grave, n'est-ce pas? Puisque le bébé was imminent. Mais là, je voyais le bébé imminent qui n'arrivait pas du tout. Au point que j'ai ouvert mon dictionnaire pour voir si imminent n'était pas un faux ami. Mais non. C'était juste une erreur d'appréciation du médecin. Et finalement, le bébé était toujours pas né le jour où le container devait arriver. Donc, j'étais persuadée que j'y allais avoir à gérer le déménagement et le bébé. Et donc, finalement, le bébé est né alors qu'on était depuis 5 jours dans une nouvelle maison avec des cartons partout. Et surtout, très loin de l'endroit où on avait prévu, où on habitait avant. Donc, très loin de la maternité qu'on avait choisie. Et très loin de tous les gens qui pouvaient garder notre bébé, notre aîné. Voilà. Donc, c'est ce fait que on essaye d'organiser les choses au mieux, et puis finalement, il y a tellement de changements en même temps que rien ne se passe comme on l'avait prévu, et on peut se retrouver dans des situations absolument rocambolesques. Dans notre cas, donc, on a failli se retrouver avec notre aîné à la maternité, et finalement, on a invité un gars qu'on connaissait quasiment pas pour lui dire bonjour, est-ce que tu veux venir dîner ? Et au milieu du dîner, je lui ai fait le coup pendable de lui dire, mais je le savais avant qu'il arrive, coucou, je vais accoucher ce soir et toi tu vas rester couché à la maison pour t'occuper de notre aîné. Parce que tu sentais déjà que tu avais des contractions et... J'avais appelé mon mari en lui disant, écoute, les gens qui devaient garder notre aîné, on avait tout prévu pour ce bébé qui devait naître en avance, sont repartis en France. D'accord. On vient d'arriver dans un nouveau quartier, on n'a pas d'amis, on connaît personne. Il va quand même falloir quelqu'un pour garder l'aîné. T'as un collègue, tu m'as dit qu'il était sympa, tu l'invites à dîner, parce que le bébé, pour cette nuit, j'en suis certaine. Ah ouais. Oh. Et du coup, t'es partie à la maternité à moitié rassurée parce qu'il y avait quelqu'un qui gardait ton aîné, mais à moitié inquiète parce que tu laissais ton enfant à quelqu'un que tu connaissais pas. À peine, absolument. Mais j'ai bien fait les choses. Le bébé est né à 6h du matin, et à 8h du matin, mon mari était à la maison pour aller chercher l'aîné. Et concernant ton accouchement, est-ce que tu t'es sentie bien accompagnée en Australie? T'étais où en Australie exactement? J'étais à Melbourne. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de du vécu de cet accouchement et peut-être aussi des différences culturelles qu'il y a pu avoir entre la France et l'Australie puisque tu pouvais comparer? Alors, l'accouchement à l'australienne, c'est beaucoup plus naturel. Bon, déjà, ils font pas de péridurale. Ils la proposent pas du tout? Si, ils la proposent, mais vraiment en expliquant qu'ils n'ont pas l'habitude de la faire, donc ils savent pas très bien piquer, donc c'est à vos risques et périls. Ah ouais. Je trouvais ça très dissuasif. Tu le savais, ça? Oui. D'accord. Oui. Ensuite, j'ai beaucoup ri quand le bébé est né, parce que j'avais bien goûté le système français où le bébé est né, et puis on va rentrer dans sa chambre sur un brancard, en pyjama, on est la star du jour. Et donc, une fois que le bébé est né, je cherche le brancard. On m'a dit, ben voilà, vous allez retourner dans votre chambre. Donc j'attends le brancard. Rien. Et puis là, on me dit, non mais madame, vous êtes gentille, vous êtes en pyjama. Il est 8h du matin, que faites-vous en pyjama? Mais enfin, je viens d'accoucher quand même. Bah oui, mais donc vous n'êtes pas malade, donc vous n'êtes pas en pyjama. Ok. Donc je m'habille et je repars à pied en portant mon bébé dans ma chambre. Ce qui est complètement logique finalement, mais qui m'a semblé, mais qui est très différent de ce qu'on voit en France. Ah oui, c'est très différent. En Australie aussi, ils travaillent beaucoup le lien entre les parents, et donc au bout de 2 jours, c'était un hôpital privé, ils vous invitent au restaurant avec votre mari, histoire de célébrer le fait que le couple continue après la naissance de l'enfant. Parce que j'ai trouvé une excellente initiative. Et puis après, on apprend à langer un bébé. Alors c'était drôle parce que j'étais supposée avoir un second et être autonome. Mais il y avait plein de choses. J'avais jamais langé un enfant de ma vie. Donc quand on m'a laissée avec les langes et les épingles... Ah mais parce qu'il n'y a pas de couche, c'était pas des... Non, d'abord on met pas de couche parce que c'est pas écolo. Et puis même on lange le bébé, tu sais, comme on le faisait autrefois, pour qu'il se sente en sécurité. D'accord. On fait ça pendant 2 mois, je crois. On breastfeed, on allaite son bébé jusqu'à 1 ou 2 ans. Quand t'as accouché de ton premier enfant, t'avais une péridurale ou t'avais accouché de manière J'avais une naturelle? péridurale. D'accord. Et t'avais allaité ou pas? Et j'avais allaité, D'accord. mais j'avais trouvé qu'allaiter jusqu'à, je sais plus, 2 mois et demi ou 3 mois, j'étais déjà bien valeureuse.
Et c'est là que j'ai vu que j'étais très influençable, mais c'était drôle parce qu'en Australie, on m'expliquait qu'il fallait breastfeed jusqu'à 18 mois ou 2 ans, très bien. Je rentre en France quand mon bébé avait 9 mois. Et là, en France, tout le monde pousse des cris horrifiés en disant « Quoi ? Il a 9 mois et tu le nourris encore ? Mais c'est malsain !» Oh bah là, curieusement, j'ai plus de lait. Et je suis revenue en Australie et là, on me dit « Oh mais non, tu vas pas quand même le sevrer à 9 mois, il a encore besoin de toi. » Ah oui, mais là, c'était fait, je pouvais plus rien, je pouvais plus revenir en arrière. Mais je me suis rendu compte à quel point les dimensions autour de la maternité étaient culturelles et que c'est très bien comme ça, parce que finalement, voilà, il y a autant de façons d'éduquer un nouveau-né ou un bébé que de culture. Même en France, dans le temps, ça a énormément changé. Enfin, il y a quand même des modes sur à quel âge on commence à diversifier, est-ce que bébé dort sur le ventre, sur le côté, sur le dos, enfin, tout ça, ça change quand même régulièrement. Et finalement, les bébés survivent avec beaucoup de pratiques différentes et ça permet d'être hyper relax. Et est-ce que tu as bien vécu le fait de pas avoir de péridurale? Parce que finalement, on t'a imposé un accouchement naturel. Oui, mais j'étais prévenue. Tu avais fait une préparation particulière en vue de ce moment où tu t'es dit « Ok, on y va, ça va bien se passer ». De toute façon, j'étais tellement dépassée. Tout se passait tellement différemment de mes plans que j'étais complètement dans l'abandon. Et non, ça n'a pas... Enfin, ça semblait tellement naturel. C'est le cas de le dire, mais tellement impossible qu'il en soit autrement. Dans ce cadre-là, que je me suis vraiment coulée dedans. À quel point cet accouchement en Australie a influencé tes autres accouchements? Alors, j'ai gardé des choses d'Australie. J'ai gardé l'habitude de langer les nouveau-nés, parce que j'ai trouvé que ça les apaisait. Et que visiblement, ils étaient rassurés d'être un peu compressés. J'ai eu des péridurales où je n'en ai pas eu. En fait, ça dépendait plus de mon état de santé à moi et de l'hôpital dans lequel j'étais. Ce que j'ai gardé, c'est le coup du dîner. En tête-à-tête avec mon mari pour fêter les 2 jours du bébé. Donc, j'ai négocié avec les hôpitaux en France après de sortir avec mon mari, d'aller dîner avec lui et de revenir à la maternité après. Donc c'était une négo incroyable, ouais. mais l'hôpital à La Rochelle a trouvé ça tellement intéressant qu'ils ont décidé de systématiser l'expérience et la proposer à tous les jeunes parents, parce qu'ils en voyaient bien l'intérêt et trouvaient que c'était très efficace pour prévenir le baby blues. Donc voilà des choses que j'ai gardées. Et là, tu parlais à l'instant de baby blues. Est-ce que le fait d'être à l'étranger, tu as eu le postpartum, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi ou à chaque fois tu as été à nouveau en forme et d'attaque pour t'occuper de tes enfants? Non, je pense qu'en Australie, j'ai vécu le baby blues assez fort parce qu'à cause de cette histoire de solitude. Je pense avant tout. Ce que j'ai trouvé très bien en Australie, c'est leur système de suivi postnatal où il y a une sage-femme qui passe tous les 2 jours pour voir les jeunes parents. Alors je pense que c'est pas systématiquement tous les 2 jours, mais je pense que justement il y a un système de détection du baby blues et des problèmes postpartum qui est hyper bien fait, et que comme j'étais une jeune mère isolée, d'autant plus qu'ils étaient un peu étonnés que mon mari soit obligé de partir 1 mois juste après la naissance du bébé, il m'avait étiqueté certainement comme sujet à risque et il passait très régulièrement, ce que j'ai trouvé hyper appréciable pour arriver à apprivoiser ce nouvel environnement. Et il passait chez toi? Oui. Et combien de temps on reste à l'hôpital en Australie? Alors moi, je suis restée 3 jours, ce qui est un énorme luxe, parce qu'en général, là-bas, c'est 24 heures, je crois. Et pourquoi 3 jours pour toi? Parce que j'avais une assurance privée. D'accord. Alors, je vais te poser maintenant une question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe. Est-ce que tu as vécu dans ta vie de femme une ou plusieurs fausses couches? Oui. Est-ce que tu veux nous en parler hein? Oui, moi je suis contente d'en parler. Enfin, c'est pas mon sujet préféré, mais je pense que c'est important de parler de ça parce que c'est un sujet qui... C'est pas que ce soit tabou, je pense pas que ce soit tabou, mais je pense que c'est juste qu'on le met rarement sur la table. Tout. C'est la pudeur. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que c'est des sujets très, très intimes, enfin en tout cas très personnels, où il y a beaucoup d'émotions, mais qui sont importants parce que du coup il y a une grande solitude, une grande incompréhension des femmes quand elles passent par là, parce qu'elles ont souvent l'impression que ça n'arrive pas aux autres. Donc je pense que c'est quelque chose... Et puis aussi, je pense que du fait que l'avortement soit quelque chose de très généralisé, ça crée un malaise vis-à-vis de la fausse couche. Pourquoi est-ce que dans certains cas, il faut considérer que c'est pas grave, et dans d'autres cas, c'est compliqué? Et je pense qu'il y a un grand malaise, du coup, autour de la fausse couche. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de fausses couches à répétition entre mon 3e et mon 4e enfant,
Probablement parce que j'avais eu une pneumonie après la naissance de mon 3e et que j'avais un problème d'immunité trop forte. Alors, c'est comme ça que les médecins l'ont expliqué après. Ça reste extrêmement mystérieux. Je crois qu'on sait très bien faire des enfants, on sait très bien, empêcher d'avoir des enfants, mais savoir pourquoi est-ce qu'un enfant s'accroche ou pas, ça reste encore une nouvelle frontière. Et comment tu vivais justement le fait qu'on ne sache pas te donner d'explications sur pourquoi ça, tout d'un coup, ça a fonctionné super bien pour les fois précédentes, et là, ça fonctionne pas, et ça fonctionne pas à répétition? Au début, je l'ai vécu comme vraiment comme si on m'avait volé mon bébé. Comme j'avais eu 3 grossesses, mais juste quand je le voulais, un mois après, j'étais enceinte. Là, tout à coup, j'apprends que j'étais enceinte d'un 4e enfant. Je l'avais dans mon ventre, je l'avais dans mes bras. C'était complètement évident. Et quand je me suis rendu compte que ça se passait pas comme il se passait, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'arrachait ce bébé, quoi. C'était un bébé de 9 mois qu'on m'arrachait des bras. C'était injuste, c'était hyper violent. Après, j'ai appris à me méfier plus et à avoir une relation avec cette grossesse qui débutait plus prudente. Mais c'était très difficile de comprendre, de réaliser que les médecins ne comprenaient rien. Il y a une partie du corps médical, en plus, qui avait des réactions qui étaient inappropriées, du style « vous avez déjà 3 enfants, ne vous plaignez pas ». Je dis « oui, mais chaque enfant est unique, chaque projet est unique, et c'est pas parce que c'est un 4e qu'il a le droit à moins de tristesse que si c'était un aîné ». Et puis, dans mon cas, il y a eu des erreurs médicales lourdes, c'est-à-dire que j'ai eu une fausse couche qui a été maltraitée et j'ai vraiment failli y passer. Donc je suis arrivée à l'hôpital avec 5 de tension, une hémorragie gravissime, voilà. Un trajet, on m'avait laissé partir à la campagne dans un endroit très isolé, et c'est là où j'ai eu des problèmes. Et le temps d'arriver à l'hôpital, j'ai eu le temps de donner mes dernières directives à mon mari, et on s'est tous les deux demandé si jamais on arriverait à temps, ce qui n'est absolument pas normal. C'était vraiment une erreur d'aiguillage du médecin. Et en même temps, moi, j'avais eu besoin, en fait. Curieusement, c'est la dernière fausse couche que j'ai faite, et c'était un drame, mais c'était pas plus triste que les autres fois. Et là, du coup, toute la famille l'a su, parce que j'étais hospitalisée un petit bout de temps, et finalement, j'avais besoin de ce deuil. Parce que du coup, les choses étaient officielles, parce que du coup, tout le monde m'a plaint, et j'avais besoin qu'on compatisse, et pas qu'on me dise « oh, mais c'est pas grave, t'as déjà 3 enfants, tu peux être très contente ». Et du coup, voilà, finalement, c'était très violent et pénible, cet épisode-là, mais c'était pas le plus triste, parce qu'il était partagé, parce qu'il était logique, quelque part. Il allait jusqu'au bout du deuil. Et puis après, voilà, et après, j'ai eu la chance d'avoir un énorme bébé de 4,7 kg ou 8, je sais plus, qui était comme s'il voulait compenser par son énormité tous les dangers. Un truc très étonnant, un des premiers dessins qu'il a fait, il a dessiné la famille avec donc lui, ses 3 frères, papa et maman, et des bulles tout autour. Et quand je lui ai dit « tiens, et qu'est-ce que c'est que ces bulles ?» Il m'a dit « ah, c'est tous les bébés qu'il y avait dans ton ventre, maman. » Je n'en avais jamais parlé de mes fausses couches, il en a peut-être entendu parler. Mais il y a un grand mystère, je trouve, encore, autour des fausses couches et du statut de ces enfants, de ces projets, qui ont vécu un petit peu, qui sont pas là et qui quand même ont une présence, quoi. C'est très étonnant. Et justement, concernant tes autres enfants, est-ce que vous leur en avez parlé? Comment est-ce qu'ils ont ressenti peut-être cette tristesse que tu partageais avec ton époux? Comment est-ce que ta famille a vécu ce que tu étais en train de vivre? Alors, d'abord, les enfants sentent quand une maman est enceinte immédiatement. Je me souviens de mon petit 3e qui me donnait des coups dans le ventre chaque fois que j'étais enceinte, qui était déjà jaloux, alors même qu'on était vraiment en toute première semaine de grossesse, et qui s'apaisait dès qu'il y avait et qui passait donc d'un stade d'agressivité à un stade de consolation et d'empathie avec sa maman à chaque fois que j'avais fait une fausse couche. Et j'ai même pas besoin de lui dire, quoi. Il passait juste d'un stade à l'autre naturellement. Et j'en parlais avec les plus grands et qui prenaient ça, eux, avec un naturel absolu. Un jour, ça leur faisait ni chaud ni froid. Ah bon, le bébé a pas pu grandir, le bébé était trop fragile, il est pas venu. Ah bon, très bien. Bon, et maman, on va au parc. Voilà, bon, papa leur expliquait que maman avait besoin d'un gros baiser. Il faisait un gros baiser plein de confiture à maman et ils repartaient jouer, quoi. Ça les affectait pas des masses. Est-ce que tu dirais que tu as été psychologiquement bien accompagnée par les soignants que tu as rencontrés? Donc, t'étais dans quel pays quand ça s'est passé, ça? J'étais en Espagne et j'étais en France. Est-ce que tu estimes que cet accompagnement t'a aidé à surmonter ces fausses couches? Je trouve que l'accompagnement des fausses couches est quand même très sanitaire. Hein.
hop, vous inquiétez pas, on va faire un curetage, on va vous débarrasser de tout ça. Au revoir madame, c'est terminé. En Espagne, il y a toujours cette chaleur latine qui fait que les soignants, je trouve, ont plus de rondeur et d'empathie dans leur accompagnement. Je rencontrais des gens très secs, ou peut-être juste tout simplement un peu secs, mais comme j'étais un peu en situation de fragilité, je les ai trouvés très secs. Et j'ai trouvé des gens hyper consolateurs. Il y a eu tout. Ce qui est sûr, c'est que je me souviens de chaque geste de tendresse que peuvent avoir dans certains cas les soignants, et que ça reste, ouais. Et la place de ton mari dans ces épreuves-là ? C'est forcément très difficile pour les hommes, parce que c'est quand même bien mystérieux, cette planète de la maternité à ses débuts pour les hommes. Et c'est une belle occasion de grandir ensemble dans la délicatesse, quoi. D'apprendre l'un à expliquer ce qu'il ressent, l'autre à expliquer parfois à quel point il est désemparé pour aider. Puis c'est aussi des beaux moments d'amour, parce que c'est des moments où il y a un manque et on apprend à combler ce manque l'un pour l'autre, quoi. Donc je pense que ça a été compliqué, mais ça nous a fait grandir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être quand on parle fausse couche et expatriation, il y a la question de la solitude que j'ai évoquée tout à l'heure, donc qui se renforce forcément à ce moment-là. Il y a aussi des très très belles amitiés. Et c'est, vraiment, je le dis souvent, mais c'est une des grandes richesses de l'expatriation, c'est que on est obligé de partager avec des amis des choses qu'on partage d'habitude plutôt avec ses plus proches, avec sa famille. Et du coup, alors c'est une leçon d'humilité, parce qu'on dépend des autres. Il y a des moments où on est alité, on est obligé d'expliquer pourquoi, alors qu'on n'aurait pas très envie. Mais du coup, en étant obligé, en montrant sa fragilité, on découvre la générosité des autres et on crée des amitiés d'autant plus belles qu'on a été plus fragile. Donc finalement, c'est des très beaux moments d'amitié. Merci beaucoup Alix pour ce partage. Avec grand plaisir. Merci. Vous l'aurez compris, quand Alix parle du manuel des castors juniors de la grossesse, elle fait référence à Laurence Pernoud et ses livres J'attends un enfant et J'élève un enfant, et non à Ginette Mathieu, qui est également une référence, mais elle en cuisine. Vous trouverez sur le site les ressources dont parle Alix. Elles sont une mine d'or pour préparer son expatriation. N'hésitez pas non plus à frapper à la porte d'Expat Communication. Alix et son équipe pourront vous aider à vous projeter de manière professionnelle, mais aussi personnelle dans votre nouveau pays. Maternité et expatriation sont deux projets qui ont de nombreux points communs. Ce sont de formidables aventures qui nécessitent toutes deux de se préparer. Se préparer, c'est entre autres se renseigner et partager avec d'autres personnes pour savoir, se sentir prêt et avancer en confiance, quels que soient les imprévus. Maternité et expatriation sont aussi deux projets pour lesquels il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et se faire accompagner. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il puisse être utile à d'autres, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix et de laisser un commentaire. Cela permet à d'autres personnes de le découvrir. Pour le prochain épisode, je vous propose de rencontrer Marie-Hélène, sage-femme dans un grand hôpital parisien. Ensemble, nous allons parler de fausse couche. Comment accompagner les femmes et les couples dans cette épreuve? Quelles sont les paroles prononcées par l'entourage ou le corps médical trop souvent entendues et qui sont plus destructrices que consolatrices? Et comment surmonter ces moments éprouvants et douloureux? À très vite sur Gloria Mama.